1er mars 1919. Institution de la colonie de Haute-Volta. « 5 septembre 1932. Dissolution de la Haute-Volta. 4 septembre 1947. Rétablissement du territoire dans ses limites de 1919. 11 décembre 1958. Proclamation de la République de Haute-Volta. 5 août 1960. Accession de la Haute-Volta à l'indépendance grâce à la détermination et à l'action conjuguée des hommes et de ses compagnons patriotes. Maurice Yamiego. Né à Koudougou, dans le centre-ouest de la Haute-Volta, le 31 décembre 1921, Nawala Gemba Yamiego, devenu Maurice par le baptême, fait ses humanités à l'école publique de Koudougou et au petit séminaire de Pabré pour ses études secondaires. Il entame très jeune la carrière professionnelle, commis expéditionnaire, puis commis des services administratifs, financiers et comptables de l'administration coloniale française. « 1947, Maurice a 26 ans. Il entre au Grand Conseil de l'Afrique occidentale française. 9 ans plus tard, en 1956, il est élu membre de l'Assemblée territoriale. 31 mars 1957, alors conseiller municipal de Ouagadougou, Maurice, sous la bannière du mouvement démocratique voltaïque, est élu grand conseiller de l'Afrique occidentale française. La même année, le 18 mai, M. Yvon Bourges, dernier gouverneur français, forme le premier conseil de gouvernement. Maurice Yamiego est nommé ministre de l'économie agricole. Du 6 février au 21 octobre 1958, Maurice Yamiego occupe le poste de ministre de l'Intérieur de Daniel Wenzin Coulibaly, puis accède à la présidence du conseil de gouvernement de Haute-Volta au décès de Wenzin Coulibaly le 7 septembre 1958 à Paris. L'année 1959, le destin de Maurice Yamiego chemine inexorablement vers la présidence. Élu député UDV RDA à l'Assemblée législative de Haute-Volta le 20 avril, Maurice Yamiego, après la proclamation de la République de Haute-Volta, le 11 décembre, devient président de la République. En partant, il y a des démarches pour que Maurice le remplace. Même les Européens ne voulaient pas que Maurice remplace Wenzin. C'est Wenzin qui a refusé. Il dit, j'ai signé une décision. Si vous ne voulez pas gérer ma décision, je ne suis pas responsable de ce qui peut arriver. Wenzin était catégorique. Donc ce soir-là, ils ont dit, on accepte cette fois-ci, mais prochainement on verra. J'ai dit, bien sûr, prochainement on verra, mais on fera peut-être mieux ou moins, je n'en sais rien. Voilà comment Maurice est venu. Et à partir de ce moment, il a pris la tête du parti. Il remplace Wenzin intégralement, à tout point de vue. Et nous avons organisé des élections après pour l'élire. Alors, quand on a fait tout ça, eh bien, il a été proclamé président. Il a travaillé comme il a pu. Il a bien organisé le pays.
avec intelligence, avec beaucoup de convictions concernant l'installation des institutions qu'il contrôlait. Et à partir de ce moment-là, Maurice, pour nous, était l'homme qu'il fallait. L'aube se lève et la jeune république de Haute-Volta commence un jour nouveau. Enclavé au cœur de l'ouest du continent africain, le grand fleuve aux 3 branches, Volta noire, Volta blanche, Volta rouge, lui fournit les couleurs du drapeau de la nouvelle nation qu'il dirige. Dès lors, la voie de l'indépendance est toute tracée pour Maurice Yamiego, épris de liberté. Le 5 août 1960, entouré des présidents Hubert Manga du Dahomey, actuel Bénin, Amani Diori du Niger et Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, il proclame solennellement à minuit l'indépendance de la République de Haute-Volta. Au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. L'hymne national, composé par l'abbé Robert Ouedraogo, retentit, exaltant les valeurs séculaires de courage, d'intégrité et de paix de la Haute-Volta. Maurice Yamiego rentre dans l'histoire à jamais. Le premier et le dernier président à proclamer l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Il a 39 ans. La devise du pays est unité, travail, justice. La Haute-Volta, située en zone sahélienne, vit sous la menace de la désertification. Dès le premier jour de l'indépendance, le président Maurice Yamiego pose un acte nationaliste qui interpelle. Il plante l'arbre symbolique de l'indépendance, invitant chaque voltaïque à s'engager pour l'environnement et la réforestation. Cet arbre, vous devez aider le gouvernement à le protéger, ne pourra se substituer à nous dans la tâche de construction nationale. C'est par le labeur acharné de chacun, faire lever de cette terre, chère à nos cœurs, des cités florissantes et des hommes comblés qui devront marquer le visage de demain de la Haute-Volta. Maurice Yamiego connaît bien les rouages de la gestion du pouvoir. Pour sa jeune nation, l'installation d'institutions adaptées, crédibles et promotrices s'impose. 1er janvier 1961, un gouvernement de 13 ministres suivi d'un décret le 24 janvier 1961 fixant les attributions générales du président et des membres du gouvernement en 26 articles. En 1961, la République de Haute-Volta devenait membre de l'Organisation des Nations Unies. À New York, le président Yamiego vient faire une visite officielle. Il est reçu par Utan, le secrétaire général de l'ONU. Après un déjeuner en privé, Utan accompagna le président Yamiego à la salle de l'Assemblée générale, où les représentants de 116 nations membres se réunissent. Et c'est dans ces lieux dédiés à la paix et à la fraternité des peuples que ces deux hommes ont parlé du rôle de la Haute-Volta dans la communauté des nations. Le président Yamiego s'en félicite. Il vient d'inscrire sa chère patrie dans le concert des nations. Enfin, une autonomie de défense territoriale scelle le sceau de l'indépendance réelle. Le président Yamiego crée une armée nationale, les forces armées voltaïques.
Le 24 avril 1961, la Haute-Volta signe les accords de coopération avec la France. Maurice notifie son désir de voir la troupe française quitter le sol voltaïque avant le 31 décembre de la même année. Il rappelle alors au service de la nation tous les valeureux combattants voltaïques. Peuple travailleur et courageux, Maurice voit dans la classe paysanne voltaïque le moteur réel du développement de la jeune nation. Il n'a qu'un rêve, dynamiser le secteur agricole, en faire le levier de l'économie nationale. Les écoles rurales apparaissent ainsi que les foires régionales. En mars 1963, à la grande foire régionale de Ouagadougou, toutes les potentialités d'exploitation agricole y sont présentées. La production cotonnière tient une place de choix. Le président Yaméogo devait couper le ruban qui barrait l'entrée de la foire et permettre ainsi aux visiteurs d'avoir, au travers des divers secteurs représentés, un panorama complet des aspects économiques et sociaux de la Haute-Volta. Cette foire, tant par son organisation que par le nombre de ses participants, a permis de présenter aux délégations étrangères les réalisations des grands services publics ainsi que les productions agricoles et artisanales d'un pays en pleine expansion. Le président Maurice s'inspire de la technique du goutte à goutte d'Israël et l'initie aussitôt pour la promotion de la culture de contre-saison. L'histoire retiendra qu'il est le géniteur du projet du Sourou, aménagement des vallées de Volta, les barrages, a introduit les crevettes dont Koubri en est la parfaite illustration, la riziculture avec la zone d'expérimentation de Kinfangué. Maurice Yaméogo a un grand défi, amener la Haute-Volta à sortir de la pauvreté. Il privilégie davantage la coopération internationale, choisit ses partenaires de développement et établit les représentations diplomatiques. Les États-Unis d'Amérique, la France, Israël, l'Allemagne, l'Angleterre. Premier président africain à se rendre aux États-Unis, sur invitation officielle du président Lyndon B. Johnson, Maurice Yaméogo, en compagnie de son épouse, est reçu en grande pompe avec tous les honneurs protocolaires à Washington. Au peuple américain, il dit: Monsieur le Président, c'est à Dakar, pour la première fois, que j'ai eu l'occasion de faire votre connaissance alors que vous-même, vous faisiez connaissance avec l'Afrique. La forte impression que vous avez produite sur tous les chefs d'État d'alors se trouve aujourd'hui justifiée devant les responsabilités que vous assumez. Évidemment, il peut paraître irréel que le géant de toutes les techniques, à coup sûr, l'une des nations du globe les mieux équipées, pilote, puisse avoir quelque chose à voir avec la Haute-Volta, combien petite par comparaison. Mais tous ceux qui pensent, qui savent regarder au-delà des fausses évidences, savent, Monsieur le Président, que les États-Unis et la Haute-Volta ont ensemble un intérêt commun à défendre, celui de la liberté,
celui de la montée de l'homme vers la lumière, celui d'un monde débarrassé de la haine, de la passion et de la violence. Il est fait docteur honoris causa. Avec Paris, une page est tournée. Le général de Gaulle a un hôte de marque. C'est le président de la Haute-Volta en visite officielle. Le général de Gaulle accueillait à sa descente d'avion M. Maurice Yaméogo, chef d'un État qui groupe plus de 4 millions d'habitants. Tous les dispositifs protocolaires et diplomatiques sont déployés. Au président français Charles de Gaulle, le président Maurice Yaméogo s'adresse en ces termes. Monsieur le Président de la République française, nous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte d'effectuer cette visite officielle en France. Et cela parce que la France représente pour nous la patrie traditionnelle des valeurs morales, intellectuelles et artistiques, et bien plus encore, la source de tous les humanismes. Nous croyons porter témoignage de la valeur objective de la coopération franco-africaine en démontrant de manière indiscutable que notre attachement à la France est absolument libre, volontaire et est fondé seulement sur le cœur et la raison. À ce vaillant peuple de France, dont j'ai eu à dire récemment, devant le congrès de notre parti, qu'il n'a jamais été colonialiste, mais qu'au bien au contraire, il a vigoureusement lutté avec nous contre le colonialisme de quelques égoïstes indignes de la France, j'exprime la profonde et chaleureuse sympathie du peuple de Haute-Volta. Vive l'amitié franco-voltaïque. En juillet 1961, le président Maurice Yaméogo s'envole pour Tel Aviv, en Terre Sainte. Comment les Israéliens ont pu transformer le désert en un Eldorado? Maurice Yaméogo veut en connaître le secret, s'en inspirer pour son pays, la Haute-Volta. Il signe un traité d'amitié et de coopération. Nous sommes le 8 mai 1960, au Vatican. Le pape Jean XXIII consacre Monseigneur Paul Zungrana, archevêque de Ouagadougou. L'ancien séminariste qui désirait tant être prêtre, Maurice Yaméogo, y assiste. Ce que j'ai vu à Rome au sacre de Monseigneur l'archevêque Zungrana est quelque chose d'inouï. J'avoue également que là, c'était la première fois que je voyais le Saint-Père de très près. J'ai bien remarqué que l'Église catholique rayonne non seulement à Rome, mais à travers le monde par la puissance même d'expression de son chef actuel qui est le pape Jean XXIII. C'est à mon avis une promotion africaine au niveau du clergé africain. Plus tard, il effectue une visite officielle d'État. Le pape Paul VI le reçoit.
Progressivement, le jeune président Maurice Yamego tisse de solides relations africaines dans un esprit panafricaniste. Père fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et malgache, le président Yamego accueille en mars 1963 à Ouagadougou pour la première fois le sommet des chefs d'État de l'Union africaine et malgache. Lorsque les drapeaux des différentes nations furent hissés, Ouagadougou n'était plus seulement la capitale de la Haute-Volta, c'était le lieu géométrique de 12 États animés des mêmes intentions envers un continent qui se cherche et qui aspire à la concorde. La Haute-Volta s'honore d'accueillir votre Haute Assemblée parce que l'UAM, en procédant ainsi au décompte sur le terrain de ses capitales, en vivant la réalité de son unité profonde dans toute sa diversité géographique, fortifie les évidences dont est faite l'Union. Parce que les travaux de la présente session sortiront la décision et continueront à confirmer que l'Afrique veut que le rendez-vous qu'elle a pris avec son destin soit grandiose et à la mesure de notre longue attente. Parce qu'enfin, c'est pour les voltaïques l'occasion de voir de près, de constater et de méditer la puissance réconfortante et sereine de l'Union africaine et malgache. Car l'UAM se présente plus que jamais comme l'un des outils les mieux adaptés au service du développement harmonisé et du rayonnement moral de l'Afrique. Les réalisations concrètes et les perspectives nouvelles dont en moins de 2 ans d'existence, elle peut s'enorgueillir, témoignent qu'il ne s'agit pas d'une vitalité factice, mais qu'elle puise sa sève dans le vrai, dans le réalisme et dans le concret. Nous avons surtout à faire vivre un esprit et une foi, l'esprit de l'unité africaine et la foi dans l'inéluctable interdépendance de nos États. À ces applaudissements devaient s'en ajouter d'autres, suscités par un important défilé de troupes et d'organisations de jeunesse. Dans un ordre et une discipline impeccable, la Haute-Volta a tenu à présenter à ses hôtes les éléments les plus prometteurs de son avenir. Ce défilé, qui a duré plus de 2 heures, a réuni de façon exceptionnelle les éléments les plus symboliques de cette volonté constructive qui caractérise la Haute-Volta. Après les éléments motorisés et les anciens combattants, ce furent les délégations de la Croix-Rouge et des associations de jeunesse. Lors de l'ouverture de la conférence, M. Lompolo Koné avait dit « Nul ne pourrait contester que nous jouissons d'un crédit certain. Ce crédit, nous l'apportons au patrimoine africain, patrimoine commun dont personne, tant sur la scène africaine que sur la scène internationale, ne songerait à minimiser l'importance. Pour la Haute-Volta, ce crédit n'est pas seulement moral. Tout un peuple le matérialise, qui, maître de son destin, a su constituer avec réalisme les forces capables d'assurer son avenir et par là même celui du monde africain. » Sous sa présidence, le Conseil de l'Entente, première institution ouest-africaine créée en 1959, implante sa représentation dans la capitale voltaïque Ouagadougou. Le président Yamego est un visionnaire.
Ces initiatives, jugées parfois mégalomanes, démesurées pour un pays pauvre, sont plutôt guidées par la clairvoyance, la prévoyance et la planification. Nous sommes peut-être un pays sous-développé, comme on le dit assez hâtivement, sans tenir compte de certains modes d'activité qui ne s'expriment pas toujours en valeur monétaire. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'avoir aussi à notre disposition des moyens d'éducation et de formation modernes et efficaces? Par quel décret, de quelle autorité le peuple voltaïque n'aurait pas le droit de chercher par tous les moyens à sa disposition à posséder des instruments pour s'affranchir le plus rapidement possible d'une des dernières servitudes humaines, l'ignorance? C'est pourquoi ceux qui nous aident dans ce domaine, sous quelque forme que ce soit, ont droit à notre reconnaissance. Et ceux qui persistent à s'ériger en conseillers négatifs ont droit à notre sourire. Pays agricole, la Haute-Volta possède des gisements miniers. Le président Yamiego relance l'exploitation de la mine d'or de Poura. En complément de l'usine d'égrenage à Dédougou, il fait installer à Koudougou l'usine textile Voltex. Le président Yamiego place la communication et le transport au centre de sa stratégie de développement. Il inaugure, avec le président Félix Houphouët-Boigny, le chemin de fer Abidjan-Niger. Le premier vol aérien Sud Avion, prémisse de Air Volta et de Air Burkina, est inauguré à Ouagadougou. Le président Yamiego, son gouvernement et le Moronaba Kougri embarquent. Un peuple éduqué qui sait communiquer présente de grands atouts de réussite dans sa quête de développement. Le président Yamiego l'a si bien compris qu'il crée pour son pays la Volta Vision, première chaîne de télévision francophone africaine. À l'inauguration, il s'exprime ainsi. Nous sommes réunis ici pour célébrer la naissance de la télévision voltaïque et qui coïncide avec le 3e anniversaire de la naissance de la Haute-Volta en tant que pays souverain. Je suis particulièrement heureux que ce merveilleux moyen de diffusion des images me donne la possibilité, en procédant à cette inauguration, d'être également présent auprès de ceux qui vont, eux aussi ce soir, inaugurer leur poste de récepteur de télévision. Je les invite donc à célébrer dans la joie et la fierté le souvenir de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je voudrais maintenant marquer toute l'importance qu'il convient d'attacher à la naissance de la télévision voltaïque. Radio et télévision constituent des moyens efficaces d'éducation culturelle et politique, des sources d'émotions artistiques et de divertissement de si grande qualité. Nous souhaitons aux pays qui n'en possèdent pas encore d'en être rapidement bénéficiaires. Nous considérons que radio et télévision nous aident à ouvrir les fenêtres sur l'avenir. Nous voulons avant tout que notre radio et notre télévision deviennent des écoles populaires qui aident à augmenter le niveau de formation générale tout en donnant à notre peuple une plus grande conscience de lui-même. Il y a très longtemps que ce projet de réalisation d'une station de télévision nous trottait par la tête. Mais partout, on nous décourageait. On nous disait, vous êtes sous-développés, c'est trop cher pour vous. Vous n'êtes pas encore au stade de posséder de tels moyens. Qu'allez-vous faire avec cela? Notre télévision, notre Volta Vision est modeste. Mais ceux qui veulent venir la visiter seront étonnés
de la perfection de cette réalisation et des possibilités remarquables dans tous les domaines sociaux qu'elle met à notre disposition. La maison du parti, aujourd'hui Maison du Peuple, est un héritage de l'ère Maurice Yamiego, comme tant d'autres. Pied-à-terre du président au 6 rue Mauger, celle Saint-Cloud à Paris. Si le président connaît un succès de rayonnement à l'international, à l'intérieur, les difficultés politiques et financières s'amoncellent, tels les nuages d'un orage annonçant la tempête. Des démêlés politiques sur fond de crise sociale et budgétaire. Avec ses adversaires et les syndicats conduisent à sa chute. Le 3 janvier 1966, il démissionne et remet le pouvoir au lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, chef d'état-major des armées qu'il avait fait venir de l'armée française pour la constitution de l'armée voltaïque. Contrairement à ce que l'on peut croire, je suis le premier réjoui, et mes ministres après moi, de la manière la plus pacifique dont les choses se sont résolues. Si depuis plus de 4 jours, notre capitale, d'habitude si pacifique, a connu un tel échauffement et que heureusement rien ne se soit produit sur le plan de la perte de vies humaines, c'est parce que là encore, bien que possédant les attributs du pouvoir, nous n'avons pas voulu user de quoi que ce soit pour que du dehors on puisse dire que la Haute-Volta a perdu l'une de ses grandes vertus, qui est le respect de soi-même, l'amour entre ses frères. Et c'est pourquoi je suis heureux. Le chef d'état-major général, entouré de tous ses officiers, ait pu, en parfaite harmonie avec moi-même, pour que justement notre pays puisse continuer d'aller de l'avant, réaliser de façon si pacifique ce que j'appellerais ce transfert de compétences. L'équipe qui s'en va n'éprouve aucune rancœur, croyez-moi bien, mais bien au contraire, se réjouit. C'est ce que l'occasion lui sera donnée de prouver à l'extérieur, qui a l'habitude de qualifier les successions de gouvernement sous toutes les formes, que nous sommes vraiment un peuple mûr, que nous sommes vraiment un peuple attaché à notre unité, que nous sommes un peuple décidé à réaliser notre promotion économique et sociale. Et cela, je suis persuadé, parce que ceux qui nous remplacent sont aussi patriotes que nous, pour la raison bien simple qu'ils sont des voltaïques, qu'ils s'emploieront eux aussi à faire en sorte que le prolongement de notre action trouve ses aboutissants. Rassurez-vous, car cela est évident pour quiconque nous a connus. Rassurez-vous, dis-je, au niveau de la population voltaïque, aucune réaction défavorable à l'actuel gouvernement ne sera cautionnée ni par moi, ni par aucun de mes ministres. Cette relève d'aujourd'hui nous plaît, parce qu'elle a permis d'éviter l'effusion de sang. Et c'est pour cette raison précise que le colonel Sangoulé, que je connais très bien, a bien compris lorsque nous nous sommes rencontrés qu'il fallait procéder comme nous l'avons fait. Maurice Yamiego connaît l'internement administratif du 3 janvier 1966 au 5 août 1970 au camp militaire de Baloulé. Puis, sous la Révolution, en 1983, l'internement politique à Pau, en compagnie des anciens chefs d'État qui lui ont succédé. Sangoulé Lamizana, Séi Zerbo, Jean-Baptiste Ouedraogo. De ses tombeurs jusqu'à la 4e République, en passant par la révolution de Thomas Sankara. Son ombre et son influence pèsent constamment sur la vie politique nationale. Le père de l'indépendance de Haute-Volta décède le 15 septembre 1993 à l'atterrissage de l'avion qui le ramenait de Paris à Ouagadougou.
Six ans de présidence, le président Maurice Yamégo a fait preuve d'un sens politique avisé, simple mais clairvoyant et ferme. Il a su sceller l'unité de la nation et promouvoir l'amitié et la collaboration entre les peuples. Soucieux du développement économique de son pays, il n'en place pas moins les valeurs spirituelles à l'avant-plan de ses préoccupations. Peuple fier, hospitalier et fraternel, les Voltaïques ont adopté et affectionné l'ère Maurice. Le pays des hommes intègres qu'il a vu naître, qu'il a affectionné, défendu et guidé, lui rend hommage. Maurice était un homme politique. Et je crois que quelqu'un a dit quelque part, ça je ne sais pas si c'est la vérité, qu'il était un cerveau politique exceptionnel. Ça, je crois que c'est Bourges qui a dû lui dire ça. Tout ce qui doit à Maurice, c'est sa réhabilitation totale, si ce n'est déjà fait. Annuler tout ce qu'on lui reprochait, parce que honnêtement, il a travaillé pour le pays, honnêtement, il s'est dépensé. J'ai vu en Maurice un homme d'État, ouais, qui est responsable. Ouais. Il voulait faire de son pays un modèle. Ce n'est pas un suiviste. Non, non, non. Vraiment, c'était un chef d'État exemplaire. Quand Maurice prenait la parole, on sentait, voyez, cette dignité dedans. Il est conscient de ce que doit être ce pays-là. Ce qu'il affirmait, ce n'était pas sa grandeur à lui, c'était la grandeur de ce pays-là. Fier Volta de nos aïeux. Il mérite le nom d'avoir été le premier président de ce pays. La Haute-Volta est le pays des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Maurice Yaméogo a tenu, comme nous, à assigner à sa politique une fin. L'homme. L'homme que nous voulons heureux, fier, digne et frère de tous les autres hommes. Une avenue lui est attribuée dans la capitale Ouagadougou. À Koudougou, sa ville natale, un lycée professionnel national porte son nom. C'est lui qui est à la base de l'émergence de la radio, de la télévision, voire du cinéma en Haute-Volta. Aujourd'hui, Burkina Faso, ce film de restitution historique pour la postérité lui est dédié. La conscience historique, c'est avant-hier, c'est hier, c'est aujourd'hui, c'est déjà demain. Alors, qu'ensemble nous puissions davantage nous donner la main pour que cette conscience historique de notre pays, de notre nation puisse croître. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi aussi dire nous pouvons aller encore plus loin et c'est tout à fait normal. Voilà, et c'est ça qui fait
qu'une tradition continue, qu'un peuple aussi continue. Cette conscience historique de faire quelque chose, non pas pour entrer dans l'histoire, mais de faire quelque chose qui fait qu'ensuite nous sommes dans l'histoire. Tu trouveras le présent dans les ombres du passé et l'avenir sur le côté ensoleillé du présent.